culpabilisation et crise sanitaire. Voilà le sujet qui va être traité dans les prochaines minutes. Eh bien, présentement, on observe un peu partout dans le monde qu'il y a beaucoup de culpabilisation qui est faite d'individus au nom de la crise sanitaire et dans le désir spirituel de sauver des vies. Donc, la culpabilité, c'est quoi? C'est une vibration qui est en relation avec le plan astral. Donc, la culpabilité, c'est une vibration qui alourdit. Quelqu'un qui est en contact avec l'esprit, eh bien, qui ne se laisse pas imprégner par des entrées astrales, ne peut pas vibrer à la culpabilité parce que la culpabilité, c'est comme un poison. C'est quelque chose de malsain. C'est comme retourner ses énergies contre soi-même. C'est un non-sens. Donc, c'est comme se haïr. C'est destructeur. Donc, c'est sûr que la culpabilité qui peut être engendrée par des individus pour en dominer d'autres, pour les soumettre à leur idéologie au nom de ce qu'ils croient être le bien, ça peut avoir des effets extrêmement dévastateurs si on adhère aux propos culpabilisants. Puis on se laisse imprégner par cette vibration-là. Donc, si on se fait dire qu'on est des mauvais citoyens parce qu'on n'adhère pas au discours officiel présenté par les médias puis le gouvernement à l'égard du coronavirus, puis on se laisse culpabiliser par rapport à ça, bien, ça crée un état de décentration. Si un individu est capable de se tenir debout puis de dire non, moi, je parle et j'agis en fonction de mon esprit, mon individualité qui est propre. Quand même qu'on me traite de covidio, quand même qu'on me traite de complotiste ou peu importe, puis on essaie de me culpabiliser, me rabaisser parce que je veux pas adhérer au discours officiel. Si la personne se tient debout, la personne ne se laissera pas imprégner par la vibration de la culpabilité. Donc, se sentir coupable si on n'agit pas en fonction d'un discours officiel. Et c'est sûr que prendre cette distanciation-là, c'est pas nécessairement évident. Et c'est sûr qu'il faut regarder qu'est-ce qui se passe présentement avec des politiciens. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont essayer de justifier, dans certains cas, leur manquement en culpabilisant d'autres personnes. Donc, et ça doit être dénoncé et contesté. Présentement, ici au Québec, il y a quelques jours, Geneviève Guilbeault, qui est la vice-première ministre du Québec, eh bien, elle a fait un point de presse, elle a pris la parole devant les médias pour annoncer aux gens de la ville de Québec que l'heure est grave et que, à cause de leur manquement, de leur relâchement à l'application des mesures sanitaires, à cause d'eux, là, eh bien, il y a la situation est problématique dans les hôpitaux. Puis c'est de leur faute. C'est à cause c'est des mauvais citoyens. C'est ce qui est sous-entendu dans son discours. Donc, en disant que à cause d'eux autres, de leur relâchement qui aurait eu cours dans les derniers jours. En tout cas, moi, j'en ai pas vu là, dans la ville de Québec là, de relâchement de l'application des mesures sanitaires. À ce que je sache, il n'y a pas eu de partie de hockey. Les Nordiques ne sont pas de retour. Il n'y a pas eu de rassemblement non plus des gens. Il y a des mesures extrêmement strictes qui sont présentement en place dans cette ville. Et on va accuser les gens. Et ça me déplaît. C'est sûr parce que, à quelque part, moi, ce que je trouve déplorable, c'est que cette ministre-là ne reconnaît pas la part de responsabilité de son gouvernement par rapport à la situation. Donc, si, par exemple, les hôpitaux de la ville de Québec et les villes voisines, comme celle de Lévis, et également Thetford Mines, où je réside, doivent connaître du délestage, c'est-à-dire délaisser certaines activités pour concentrer leurs activités en lien avec le coronavirus, bien, le système de santé a une part de responsabilité par rapport à ça, là. Puis elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va accuser d'une manière unilatérale les citoyens de la ville de Québec. Et c'est sûr que je fais beaucoup d'empathie par rapport à eux parce que j'ai vécu longtemps dans la ville de Québec. Ma mère y réside présentement, également mon frère. Tandis que moi, je réside dans une ville qui est périphérique et j'y vais une fois de temps en temps.
Donc, c'est sûr que j'ai encore un attachement émotionnel par rapport à cette ville. Et c'est la raison pour laquelle ça m'a interpellé, parce que je trouve ça extrêmement humiliant, la tonalité qu'elle a eue dans son approche avec les citoyens de la Ville de Québec. Parce que, à quelque part, le gouvernement, pour moi, au Québec, et c'est la même situation aussi avec certains autres propos de responsables de la santé qui vont dans le même sens, qui est tenu. Je trouve ça inacceptable, cette tonalité ou moralisatrice, où on fait sentir les gens qui ont, comme autrefois, comme étant des pécheurs dans la religion, alors que les gens se privent depuis plusieurs mois. Donc, c'est sûr que l'idée aussi de son approche, ce qui me déplaît, c'est qu'à quelque part, elle essaie de nous convaincre que si ça va mal dans le réseau de la santé, c'est fondamentalement à cause des citoyens. Elle ne reconnaît pas que la part de responsabilité du gouvernement, que depuis plusieurs mois, depuis le début de la crise, au mois de mars, au mois d'avril, puis pendant l'été, bien, il aurait fallu une restructuration du réseau de santé au cas de la deuxième crise, des améliorations, puis bien entendu, il y a eu des choses qui ont tenté d'être faites, mais il me semble que c'est pas suffisant, advenant que son discours soit réel à l'effet que présentement, là, il y a trop de cas là, de coronavirus, là, puis c'est en train d'engorger le réseau de la santé pour la Ville de Québec. Donc, c'est sûr qu'il y a des décisions que le gouvernement actuel qui est en place avec le parti de la CAQ et ses prédécesseurs ont participé à la situation présente. Bien entendu, c'est pas juste le gouvernement actuel, il y avait des problèmes dans le réseau de la santé québécois depuis plusieurs décennies. Donc, c'est pas d'hier qu'il y a des problèmes avec les résidences de personnes âgées, avec l'accès aux soins dans les hôpitaux, des débordements dans les salles d'urgence. Donc, les problématiques étaient déjà là. Le système de santé est comparable un peu à un château de cartes qui est extrêmement fragilisé. Il suffit qu'on souffle un peu dessus, puis il va s'écrouler. Donc, il y a eu de la mauvaise gestion qui a été faite dans le passé, puis il y a aussi de la mauvaise gestion, naturellement, qui est faite depuis le début de la crise. Puis, il y avait des articles que j'avais lus pendant l'été. Là, il reste, par exemple, 6 semaines pour se préparer là, avant la deuxième vague, etc. Puis finalement, ben, on nous dit qu'il y a une deuxième vague. Puis qu'on nous dit là, présentement là, que ça mobilise beaucoup de ressources là, en lien avec le traitement de la COVID. Là, puis c'est extrêmement grave. Mais c'est sûr que si elle voudrait être plus objectif, puis moi, je trouve que ça serait plus honnête de faire ça, c'est qu'elle reconnaisse le bout de responsabilité de son gouvernement avec transparence, sans orgueil. Donc, elle peut reconnaître que le gouvernement a failli dans la gestion des hôpitaux, que présentement, le réseau est extrêmement fragilisé. Et à cause de ça, ben, qu'est-ce que le gouvernement va faire aussi? Ben, il va falloir qu'il fasse une restructuration accélérée du réseau, puis mettre à contribution les syndicats pour qu'ils s'y adaptent, au lieu qu'il y ait, par exemple, des négociations qui tergiversent, qui durent pendant plusieurs mois, là. Donc, il faudrait une collaboration plus grande des acteurs au sein du réseau. Puis c'est sûr que de parler des failles du réseau avec transparence, puis de vouloir mettre des actions, ça serait bien. Puis c'est sûr que, bon, ça va impliquer les citoyens aussi, mais de faire porter tout le blâme là, sur les citoyens. C'est comme elle a dit, le gouvernement est bien, puis vous autres, vous êtes les mauvais, parce que vous adoptez pas les mesures et vous faites du relâchement. En tout cas, je sais pas de quel relâchement qu'elle parle, là, parce que j'ai pas été au courant. Là. Les Québécois sont assez dociles, ils ont tendance à suivre les mesures depuis plusieurs semaines. Et non, son approche, ça me plaît pas. Et ce que je voulais dire là-dedans, c'est que c'est un petit peu comme, par exemple, pour de la thérapie de couple, de la médiation. Donc, la base de ça, c'est qu'il y a 2 instances. Puis, il y a une instance entre les deux qui cherche à trouver un équilibre, par exemple, entre les 2 partenaires ou un compromis. Et tant qu'un des 2 partenaires va dire que c'est l'autre qui a le problème, puis il ne reconnaîtra pas sa part de responsabilité, parce que s'il y a un couple, c'est parce qu'à quelque part, il y a 2 personnes qui y participent. Un couple, c'est pas juste un individu. Donc, tant qu'une personne décharge la responsabilité sur seulement un des partenaires, c'est un déséquilibre qui est là. Il n'y a pas de travail qui peut se faire d'ajustement entre les 2 partenaires. Donc, c'est un mouvement unilatéral.
Et quelqu'un qui s'intéresse à la thérapie de couple, me semble que c'est comme la base au niveau de l'intervention. Et si on applique ça dans le rapport gouverne-maman et citoyen, ben, le gouvernement a une part de responsabilité par rapport à la gestion de la crise, au même titre que les citoyens. Et si le gouvernement rejette tout le blâme sur les citoyens parce que il y a une augmentation des cas, c'est pas plus intelligent que, par exemple, la conjointe ou le conjoint qui va dire « Ah, c'est pas de ma faute, ça va mal dans le couple, c'est le partenaire. C'est lui qui fait des erreurs, c'est lui qui est pas fin. Moi, je suis correct, je suis un ange. » Non, ça marche pas comme ça. Il faut que il y a une responsabilité partagée, il faut que les deux instances fassent leur bout de chemin. Et tant qu'il n'y aura pas une ouverture en ce sens, où l'ego gouvernemental devienne transparent, ben moi, j'ai l'impression qu'ils vont avoir de la difficulté à amener les citoyens là, à adhérer là, à leurs mesures là, sanitaires. Là. Donc, puis, en même temps, ben ça risque de créer des tensions. C'est sûr que par rapport à toute cette crise-là, ce que je trouve... Comment expliquer ça? Ce que je trouve regrettable, là, c'est la psychologie qu'a les dirigeants présentement. Donc, puis l'aspect culpabilisant. Puis c'est pas la première fois que je le vois, là. Là, ça a été une intervention significative qui a été faite tout du mois d'octobre. Là, c'est comme Frélagrand, fait que j'ai eu le goût de le commenter. Mais il y a eu plein d'interventions faites comme ça. Et je trouve ça aliénant de vouloir imputer la responsabilité. Ah, les choses vont mal, c'est à cause de ta faute. Tu sais, c'est tout le temps un discours où on va accuser, par exemple, certaines personnes, mais on ne reconnaît pas sa part de responsabilité. Parce que moi... je serais curieux de savoir si la problématique, par exemple, des préposés aux bénéficiaires qui s'occupent des personnes âgées qui se déplacent d'une résidence à l'autre en travaillant sur appel, en faisant des contrats, a été réglée pour que ce soit les mêmes préposés aux bénéficiaires qui s'occupent des mêmes résidences. Ensuite, est-ce que, par exemple, il est vraiment pertinent de mobiliser plein de ressources dans le secteur hospitalier, tout simplement à faire passer des tests de coronavirus qui permet d'identifier, oui, des gens qui sont positifs, mais pendant ce temps-là, toute cette masse-là de personnes n'est pas mobilisée pour donner des soins. Puis à quel point c'est utile de faire des milliers de tests de coronavirus à chaque jour. À un moment donné, il faut se poser la question de la pertinence de tout ça. Donc, puis, en tout cas, on verra bien là, qu'est-ce qui va arriver. Par rapport à cette crise. Mais l'essentiel, pour moi, c'est de ne pas vibrer à la culpabilisation, puis d'être capable de porter un jugement critique. Que la personne soit vice-première ministre du Québec, que ce soit le premier ministre du Québec ou le directeur de la santé ou le pape. Peu importe l'autorité du titre gouvernemental ou du titre professionnel ou du titre religieux ou peu importe le titre de l'expert ou du spécialiste, je me permets de faire une lecture vibratoire par rapport à la vibration que la personne dégage. C'est sûr que j'ai à regarder si j'ai à modifier un comportement ou m'ajuster par rapport à ce que je capte, par rapport à ce que je perçois. Regarder si c'est intelligent ce qui est dit. Est-ce que ça participe à ma santé? Est-ce que ça va participer à la santé des autres aussi, ce qu'on nous propose? J'ai à faire une évaluation, mais fondamentalement, je me réfère à ma propre conscience, dans le sens que je suis à l'écoute de mon esprit, de ma vibration. Donc, c'est sûr que si ça me dit intérieurement, va pas rencontrer plein de monde, ben je n'irai pas. Par contre, c'est de voir si un individu interposé me dit le message « Reste seul chez toi », puis là, il faut que tu réduises le nombre de contacts, puis là, idéalement, enlever au moins un contact, puis pas sortir de chez toi, sauf pour aller au travail, puis avoir une vie minimale. J'ai à observer honnêtement si vibratoirement c'est intelligent, si ça participe à ma santé, puis il y a des... Comment dire? Il y a une fascination qui peut être faite par rapport au titre professionnel, puis je voulais en revenir là-dessus. Tu sais, si je discute avec quelqu'un, puis la personne me dit « Ah, ben là, je peux pas te voir parce que les autorités gouvernementales, la vice-première ministre dit ça. » Je peux dire à la personne « Va voir par en dedans, puis regarde si c'est ajusté vibratoirement. »
Puis, est-ce que c'est ajusté à toi? Est-ce que c'est ajusté à toi, l'histoire qu'il faut éviter des contacts à tout prix? Puis, est-ce que c'est ajusté? Tant que la personne est fascinée par un titre d'autorité, donc qu'elle s'imagine que la personne qui dirige le gouvernement ou le réseau de la santé ou le pape a la vérité, la science infuse, la personne est en situation de naïveté. Puis la personne se fait dire « t'es pas correct ». Un peu comme le prêtre qui peut dire à quelqu'un « ben t'es pas correct parce que tu vas pas à l'église tous les dimanches ». Puis la personne achète ce discours-là, elle va s'y soumettre. Tandis que si la personne évalue est-ce que le propos est intelligent en fonction de sa vibration, peut-être qu'elle ne se soumettra pas, puis peut-être même qu'elle va le contester. C'est de voir à quel point les gens ont de l'individualité, puis à quel point ils vont se laisser influencer par des propos. Donc, autrefois, ici au Québec, la religion catholique a culpabilisé plein de personnes avec la doctrine, puis les gens se sont soumis à ça pendant plusieurs décennies, puis, à un moment donné, les gens ont eu ras-le-bol d'être culpabilisés, ils ont été tannés. Et c'est sûr que par la suite, eh bien, il y a eu la Révolution tranquille dans les années 60 et les gens ont déserté les églises se sont vidées. Il y a des prêtres qui ont défroqué, qui ont lâché la religion catholique. Et peut-être qu'un jour, par rapport à la crise sanitaire, il y a des gens qui vont déserter les rangs à la croyance à la sainte doctrine sanitaire. Donc, qui vont adhérer à croire au discours officiel, puis ils vont évaluer les choses par eux-mêmes, puis s'en détacher. Parce que je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Donc, je ne sais pas si ça va arriver non plus, mais le point, ce que je peux dire, c'est l'idée d'acheter de la culpabilité. C'est extrêmement malsain. Il n'y a rien de constructif là-dedans. Si quelqu'un nous amène à vouloir nous ajuster avec un commentaire créatif, une critique constructive dans le respect de notre individualité, ça peut être pris en considération. Mais si c'est un ton accusateur, il y a une domination derrière ça. Tu sais, si on dit « Ah, ben c'était à votre faute parce que vous avez relâché dans l'adoption des conduites en lien avec les contraintes sanitaires, donc vous n'êtes pas correct, donc moi je suis correct, vous n'êtes pas correct, moi je sais c'est quoi la vérité, vous le savez pas, donc il y a quelqu'un qui se met au-dessus de l'autre, puis l'autre il positionne en dessous, puis là il y a un phénomène de domination qui s'installe, puis c'est à travers la culpabilisation que court au nom de la religion, au nom de l'écologie, la religion verte, puis aujourd'hui, la religion sanitaire, que des abus de pouvoir puis d'autorité qui peuvent être perpétrés, puis ça va à l'encontre de l'épanouissement individuel, parce que si la personne est occupée à vibrer à la culpabilité, n'est pas disponible pour manifester la créativité qu'elle porte en elle, est imprégnée par des vibrations qui manquent d'ajustement. La vibration de la culpabilité, c'est une vibration qui est malsaine. C'est une vibration qui empoisonne l'esprit, c'est une vibration qui empêche la libre circulation de l'énergie au sein de l'individu. Donc, quelqu'un qui passe son temps à vibrer la culpabilité, il n'est pas disponible pour être en contact avec transparence avec son esprit parce qu'il y a des interférences astrales. Puis quand on s'ouvre à la culpabilité, eh bien, on devient comme une éponge qui absorbe des excréments, puis on se nourrit de ça, parce que la culpabilité, c'est une vibration qui est diffractée, qui provient de l'esprit. Donc, et la culpabilité ne peut être que nourrie que dans le cadre d'un mouvement réflectif. L'ego qui se réfléchit pas, il peut pas se sentir coupable, parce que la culpabilité, c'est un mouvement de réflexion sur soi-même qui est entretenu par la psychologie de l'individu qui se sent pas correct. Donc, quelqu'un qui écoute un bulletin de nouvelles, et la personne qui dirige le gouvernement lui dit « T'es pas correct de pas adhérer au discours officiel ou t'es pas correct de te comporter d'une certaine façon. » La personne croit à ça, puis elle se répète ça dans sa tête « Je suis pas correct » ou, devrais-je dire, son entité astrale tire sur l'occasion pour manipuler l'individu puis le faire vibrer à l'émotionnel, puis lui dire dans le mental « T'es pas correct, puis répéter ça jour après jour, puis la personne dilapide ses énergies vitales, et elle se fait vampiriser par ce discours-là, ben c'est extrêmement malsain. Donc, c'est sûr que si quelqu'un me dit « je suis pas correct », ben, on peut en discuter. Donc, concrètement, qu'est-ce qui te pose problème? Ça serait déjà plus respectueux.
Puis si vous vous en remarquez dans le discours de Mme Geneviève Guilbeault, elle n'a pas donné aucun exemple concret pour justifier le fait que les gens de la Ville de Québec ne respectent pas les mesures sanitaires puis un relâchement. Ils disent, par exemple, nous avons observé qu'il y a eu des rassemblements importants dans la Ville de Québec là, par rapport à des activités sportives, de hockey, de soccer, etc. Là, ça serait une autre chose. Ça serait sur du concret. Tandis que là, il n'y a rien. Puis moi, ce que je suspecte dans cette histoire-là, c'est qu'on utilise ça comme prétexte pour sauver la face du gouvernement. Donc, autrement dit, si dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y a plein d'autres personnes âgées qui meurent comme au printemps, ils vont pouvoir se laver les mains et dire « Ah, c'est pas de notre faute, c'est vous autres, vous n'êtes pas corrects. Vous avez fait preuve de relâchement, vous ne respectez pas les mesures sanitaires. Donc, nous autres, on n'a aucune responsabilité par rapport à ça. » Puis c'est sûr que pendant ce temps-là, s'il y a toujours des problèmes de manque de personnel dans le réseau, puis il y a des affaires, des aberrations, comme de me demander, par exemple, à une employée, une infirmière, de travailler 16 heures de manière continue parce qu'elle a complété son chiffre de 8 heures, puis l'autre personne n'en vient pas après à cause de manque de personnel, c'est une aberration parce que ça va occasionner, dans certains cas, des effets dominos dans le réseau de la santé. Comme par exemple, si quelqu'un travaille pendant 8 heures de temps, l'autre personne ne se présente pas parce qu'elle est malade. Bon, ben la personne travaille pendant 16 heures, puis le lendemain, au moment qu'elle était supposée se présenter, elle va peut-être pas se présenter à son chiffre parce qu'elle est épuisée, elle vient de faire 16 heures. Fait que là, il y a une autre personne qu'il faut qu'il la remplace. Puis l'autre personne, si elle fait un 16 heures puis elle s'épuise, il va falloir une autre personne qui la remplace, puis ainsi de suite. Fait que ça crée un effet domino. Sinon, ce que je voulais dire par rapport à la culpabilité, eh bien, c'est quelque chose qui est extrêmement dévitalisant. Et je discutais récemment avec ma mère au téléphone. Et puis, bon, elle me disait que elle avait peur présentement que, par exemple, ma grand-mère là, pourrait attraper le coronavirus. Et là, ça la préoccupait. Puis là, j'ai posé une question. J'ai dit, si concrètement, tu passes une partie de ton temps pendant la semaine à avoir peur que ma grand-mère, qui est âgée de 97 ans, elle a des problèmes cardiaques importants, elle a un pacemaker, attrape le coronavirus, est-ce que de passer du temps à réfléchir à ça favorise ta santé? Elle m'a répondu non. Puis de passer du temps à réfléchir à ça, est-ce que ça favorise la santé de ma grand-mère? Elle m'a répondu non. Puis là, j'ai posé la question, est-ce que c'est intelligent de prendre de ton énergie puis de réfléchir à ça? Donc, le point sur lequel je veux en venir, c'est que si les gens ont peur d'être malades, bon, c'est de regarder si concrètement c'est fondé, si concrètement ils peuvent poser des actions, puis une fois qu'ils ont posé les actions, qu'ils passent à autre chose, qu'ils ne passent pas tout leur temps à réfléchir avec de l'anxiété d'anticipation, qu'au cas où que peut-être il arrive telle chose. Donc, dans la vie, oui, il peut y avoir des précautions à faire, mais à part ça, ça ne sert à rien. C'est un petit peu la même chose que la culpabilité. Donc, quelqu'un il écoute une émission, puis là, il est imprégné par rapport aux animateurs du bulletin de nouvelles qui font sentir coupables les Québécois. Puis là, la personne, elle passe son temps à se sentir coupable, puis elle va propager ça comme un virus dans son environnement, puis elle va essayer de culpabiliser les autres en disant, elle va dire aux autres, c'est quoi, c'est de ta faute si tu ne respectes pas les consignes, c'est une augmentation des cas, c'est de ta faute si les gens meurent, c'est de ta faute ci, c'est de ta faute ça. Ça donne place à une vibration qui est pas belle, une vibration d'accusation, d'être humain par rapport à d'autres êtres humains, puis une vibration de propagation du virus de la culpabilité. Et présentement, on est confronté à plusieurs virus. Donc, c'est sûr que l'attention est mise sur le coronavirus, sur le plan biologique, mais simultanément, les effets corollaires de la situation de crise actuelle sont la propagation du virus de la culpabilité de par les politiciens, le virus également de la peur par une certaine partie de l'élite médiatique québécoise des médias de masse. Donc, présentement, il y a plusieurs virus psychiques extrêmement inquiétants qui circulent au sein de la psyché des gens dans la population. Et c'est sûr que par rapport à ça, pour moi, la chose la plus simple, là, la plus saine,
la plus utile, la plus pertinente, c'est de pratiquer la distanciation par rapport à la culpabilisation outrancière de certaines personnes et de rester neutre dans le mental, de ne pas se laisser atteindre par rapport à ça, au même titre qu'il ne faut pas se laisser atteindre par la peur outrancière exagérée du virus, parce que sans ça, ça décentre. Puis c'est des pertes d'énergie, là. Donc, c'est sûr que la façon que je vois les choses, c'est de gérer ma vie en harmonie avec les lois de mon esprit que je capte vibratoirement, puis de m'ajuster par rapport à ça, sans donner trop d'importance à des gens de mon environnement, à leur peur, à leurs pensées qui peuvent être culpabilisantes. Pourquoi? Parce que si je fais ça, je suis décentré. Puis si je vis par rapport aux autres et que c'est une vibration qui m'abaisse, eh bien, à ce moment-là, c'est ma qualité psychique qui va se dégrader. Donc, je peux prendre en considération, bien entendu, l'intelligence qui provient des gens de l'environnement, être à leur écoute pour m'ajuster si vibratoirement je capte que mon esprit est solidaire de leurs propos. Donc, si, par exemple, quelqu'un me dit éloigne-toi de telle personne, puis la vibration passe que ce que j'ai à faire, j'ai à le faire, parce que ça, c'est un manquement énergétique par rapport à mon esprit. Mais si je sens que la vibration de la personne qui me dit ça est plus basse que la vibration que j'ai d'agir d'une certaine façon, ben à ce moment-là, j'ai à regarder qu'est-ce qui se passe. Et c'est sûr que, comme je disais à ma mère au téléphone en discutant avec elle récemment, j'ai dit, regarde, si tu passes ton temps à écouter qu'est-ce qu'il est dit dans les bulletins de nouvelles, puis tu t'attaches aux vibrations des politiciens, eh bien, c'est sûr que tu vas te mettre en syntonie avec eux et te regarder si c'est en ton avantage. Donc, vibratoirement parlant, est-ce que c'est plus nourricier de t'affilier, d'être disponible aux propos, puis de t'identifier à des propos qui vont venir de Mme Geneviève Guilbeault, ensuite les autres membres là, du gouvernement, ou vibratoirement, c'est plus sain, par exemple, de t'imprégner de la vibration de Bernard de Montréal. Il y en a d'autres aussi, là. Il y a Daniel Kemp, il y a le philosophe jovialiste André Moreau. La personne a évalué vibratoirement c'est qui avait fréquenté, puis c'est à quelle personne, en tant qu'individu, en personne, ou sur le plan d'un enregistrement qu'elle écoute, qu'elle donne du pouvoir ou de l'autorité. Mais c'est sûr qu'ultimement, ce que je dis aux gens, donnez-vous la première place dans votre vie. Puis, soyez dans votre identité. Puis, quelqu'un qui est dans son identité, il mettra pas la société en danger, il ne cherchera pas à créer le chaos, le désordre. Non, il va agir en fonction d'un ordre intelligent en relation avec les lois cosmiques qui sont par-delà les lois planétaires. Et c'est des lois qui sont de nature multidimensionnelle, à la différence des lois planétaires qui sont mises en place par des autorités gouvernementales qui fonctionnent avec l'intellect. Et c'est des lois qui ne seront pas autant ajustées sur le plan énergétique que celles de nature vibratoire, étant donné que c'est des lois qui sont, dans le fond, au niveau de l'intellect et non pas d'une compréhension multidimensionnelle et intégrale de la vie, de l'univers et de l'humanité. Donc, c'est sûr que le gouvernement peut faire son possible avec les capacités qu'il a. Ça, j'ai aucun problème. Par contre, tôt ou tard, le gouvernement a à évoluer dans son rapport aux citoyens et le traiter avec respect sans le culpabiliser, parce que si un gouvernement traite les citoyens de manière à le culpabiliser, ben c'est de la domination qu'il fait, ce qui fait qu'il ne respecte pas l'individu. S'il ne respecte pas l'individu, il y a des déséquilibres énergétiques qui s'installent, il y a une domination. Et là, à ce moment-là, il y a du dérapage qui est possible. Mais en terminant, où ce que je veux en venir, c'est par rapport à l'importance de ne pas être victime de la culpabilisation en lien avec la crise sanitaire du coronavirus. Donc, autrement dit, de ne pas se laisser manipuler par des êtres qui cherchent à nous amener à vibrer de la culpabilité pour ne pas émotiver inutilement notre rapport à la crise, parce que l'énergie qui est utilisée à émotiver, c'est pas de l'énergie qu'on a disponible pour se déployer créativement dans sa vie. Tu sais, si je passe du temps à me morfondre puis à me sentir coupable dans mon coin chez moi, ben pendant ce temps-là, je vais pas utiliser l'énergie créative pour faire un enregistrement, réaliser une peinture ou écrire une chanson.
Non, ça va être utilisé, cette énergie-là, contre moi. Donc, c'est là que je veux en venir. Et c'est ce qui complète à présent l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, je vous dis au revoir.